Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel. Aujourd'hui, nous accueillons l'IMT Nord-Europe, une école de l'Institut Mines Télécom et son programme ingénieur généraliste. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir l'adjoint au directeur des programmes, Philippe Peyret. Bonjour Philippe, comment allez-vous ? Bien, merci, vous-même. Je vais très bien, merci de me demander. On accueille donc deux de vos étudiants en deuxième année de cycle ingénieur. La première, Pauline Luguenot. Bonjour Pauline, comment tu vas ? Bonjour, très bien, ça va, merci. Et vous ? Je vais toujours aussi bien depuis que Philippe me l'a demandé, mais merci de me le redemander. Et puis donc, un camarade de classe, un élève de Philippe, Thomas New. Bonjour Thomas, comment tu vas ? Bonjour, ça va très bien aussi. Je vais pas donc demander, mais ça va très bien. Merci. Mais j'entends que l'intention était là et c'est vraiment ce qui compte. Vous êtes tous les trois là, pour répondre à mes questions. Mais avant cela, on commence avec le pitch. Le pitch, c'est 60 secondes, Philippe, pendant lesquelles vous allez nous présenter les grandes lignes de l'IMT Nord-Europe et de son parcours ingénieur généraliste. Est-ce que vous êtes prêt, Philippe ? Je suis prêt. Alors, je vous écoute. Alors, IMT Nord-Europe, c'est une des plus grandes écoles d'ingénieurs au nord de Paris, avec 2100 élèves, 15 000 diplômés. Ce sont 2 sites d'enseignement, Lille et Douai. Et c'est aussi la force d'un groupe, l'Institut Mines Télécom, qui est le premier groupe français d'écoles d'ingénieurs et de management. Rejoindre notre école, c'est rejoindre les grandes thématiques de la transition énergétique, numérique, industrielle et bien sûr environnementale, les 4 étant étroitement liés. Un élève chez nous peut se destiner soit à un parcours d'expertise, soit à une double compétence adossée à 4 de nos domaines d'enseignement qui sont industrie et services, sciences et techniques du numérique, énergie et environnement et écomatériaux, industrie et génie civil. C'est aussi s'adosser à un réseau partenarial extrêmement dense, puisque l'école propose 40 doubles diplômes, enfin plus de 40 doubles diplômes, 120 partenariats en France à l'étranger avec des universités et des écoles. Et puis c'est également une vie associative extrêmement dense, une vie sportive dynamique, et puis c'est rejoindre un département particulièrement chaleureux et historiquement au carrefour de l'Europe. On va avoir le temps de revoir tous ces grands points que vous avez abordés au cours des 45 minutes que nous avons devant nous. Avec plaisir. Peut-être la première question assez simple. Un généraliste, c'est généraliste par définition. Qu'est-ce qu'un ingénieur généraliste, Philippe ? Alors, c'est vrai que le terme est souvent difficile à définir parce qu'en fait, c'est surtout caractéristique des écoles qui ne sont pas thématiques. Voilà, une école qui s'appelle Supélec ou que sais-je encore, on sait très bien ce qu'on y fait. Une école généraliste, en fait, c'est une école qui permet à chaque élève, en fonction de son tropisme, en fonction des goûts ou de ses attentes, peut choisir son parcours. Voilà. Alors, il a une première année, l'année du premier cycle d'ingénieur, qu'on appellera la L3 aussi, qui est une année de détermination, puisqu'on revoit les fondamentaux scientifiques. C'est également une année d'ouverture où les 4 grands domaines de l'école sont présentés. À l'issue de cette année, les élèves se déterminent sur des choix d'UV, des parcours qui ont une vocation professionnalisante, et c'est ce qui va rythmer leurs 2 années de cycle, les 2 années suivantes, donc l'équivalent de M1 et M2, jusqu'à la diplomation. Et donc, ils peuvent choisir soit 2 années de suite des enseignements connexes d'un même domaine, auquel cas on aura vraiment un parcours d'expertise sur un des 4 domaines, donc le numérique, les services à l'industrie, les écomatériaux, l'énergie et l'environnement, ou alors mixer sur les 2 années deux grands domaines afin d'avoir un parcours à double compétence qu'on appellera aussi un parcours hybride. Donc c'est un généraliste spécialiste, voire un généraliste double spécialiste finalement. Absolument. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la compétence d'ingénieur, les compétences transversales d'ingénieur qui seront mises en valeur. Et puis tous ces jeunes qui choisissent un parcours, en fait, choisissent un parcours pour un premier métier. Mais on leur souhaite, au bout de 3 ou 5 ans, de faire autre chose et de grandir, soit dans le premier domaine de compétences dans lequel ils se sont développés, soit dans un autre, puisque justement la voie leur est ouverte sur la base de ces compétences transversales de faire parfois toute autre chose. Pauline, comment savoir si l'on est fait pour l'IMT Nord-Europe ? Comment est-ce que toi, tu l'as su ? Alors moi, il faut savoir que du coup, à la fin de ma classe préparatoire, je cherchais plutôt une école d'ingénieur généraliste, puisque justement, comme disait Monsieur Peyret, je ne savais pas le domaine exact dans lequel je voulais me diriger, et donc je voulais me laisser une année de supplémentaire pour choisir justement ce domaine. Donc c'est ça qui m'a plu. Et puis en plus, la proximité avec Paris, c'était quand même un gros point, parce que moi j'habite en région parisienne. Donc c'était me dire qu'en 1 heure je pouvais faire l'aller-retour, enfin venir à Douai ou revenir à Paris, c'était un gros point positif. Et voilà, c'est en majorité ça qui m'a attirée. Alors Thomas, pour Pauline, c'est la proximité géographique, c'est la possibilité d'avoir une année de réflexion. Est-ce que pour toi c'était pareil ?
Alors pareil, Pauline nous a dit qu'elle venait d'une CPGE, toi aussi, tu es issu d'une CPGE? Alors oui, je suis aussi issu d'une CPGE. Donc moi, c'est un petit peu comme Pauline, je voulais pas rentrer dans une école très spécialisée. C'était important pour moi d'encore me laisser le choix. Et avec IMT Nord-Europe et le système dont peut-être on reparlera plus tard, mais de choix de cours thématique par thématique, en fait, on peut construire son propre chemin vers forcément les métiers qui nous intéressent. Et c'était aussi l'ouverture sur les différentes écoles qu'a IMT Nord-Europe en France ou à l'international qui m'a attiré après ma classe préparatoire. Alors tu as une bonne intuition Thomas, on va évidemment en reparler plus tard. Mais avant cela Philippe, quelles sont les qualités que vous recherchez dans vos étudiants? Alors, la créativité, voilà. La capacité à gérer des projets, parce qu'ils sont régulièrement mis en situation, je pense que nos deux invités pourront en témoigner. Des qualités qu'on essaye, alors c'est difficile de détecter en amont, mais en tout cas qu'on essaye de mettre en avant, c'est la capacité à s'insérer très rapidement dans le monde du travail, que ce soit public ou privé, puisque tous les parcours, et c'est historique de l'école, ont vraiment une vocation professionnalisante. Et alors ça, c'est ce que vous recherchez dans vos étudiants. Et maintenant, la petite subtilité de la question d'après, c'est comment est-ce que vous définiriez vos étudiants? Alors, il y a ce que vous recherchez une fois que vous étudiez, avant qu'ils intègrent l'IMT Nord-Europe, et une fois qu'ils ont intégré, comment vous les définiriez? Alors, je vais utiliser un mot qui, en fait, est plutôt positif. Je dirais qu'ils sont surprenants. Et c'est plutôt positif dans la mesure où, effectivement, si on cherche gens créatifs, c'est bien d'être surpris. Et ils sont surprenants dans leurs initiatives, dans les choix de parcours qu'ils font, parfois également dans des changements, avec changer de parcours en cours de route, c'est pas une hérésie, au contraire, c'est plutôt un signe d'intelligence, on a le droit de se tromper. Et je pense que c'est le mot que j'utiliserai le plus, c'est surprenant. Voilà. Alors Pauline, je ne vais pas te demander si tu es surprenante, mais peut-être est-ce que tu as senti un changement entre, là tu es déjà en deuxième année de cycle ingénieur, donc on le fait arriver à la fin de la deuxième année, donc tu as quand même déjà fait une bonne partie de ton parcours au sein de l'IMT Nord-Europe. Est-ce qu'il y a un avant, un après l'IMT Nord-Europe? Oui, clairement, je pense. Il y a des caractéristiques et des qualités qu'on développe, ça c'est sûr, à l'IMT. Moi, personnellement, que ce soit dans le côté associatif, je pense, ça m'a permis de développer une énorme capacité de travailler en équipe, aussi avec les cours d'ailleurs, et puis de prendre des décisions, d'être décisive, de gérer des équipes. Voilà, ça c'est quelque chose que je n'avais pas appris à faire en classe préparatoire ou avant, au lycée ou au collège. Donc clairement, voilà. Et puis le réseau aussi, évidemment, le réseau on acquiert en école et qu'on n'a pas évidemment avant. Autant de qualités, de capacités que tu as développées. Thomas, l'IMT, c'est le premier groupe public français d'écoles d'ingénieurs et de management. Quand on dit ça ou quand on lit cette phrase, on a quand même une impression de grandeur. Et on a un peu l'impression, voilà, 15 000 alumni, alors on y reviendra, mais est-ce qu'on est noyé au milieu de tous ces milliers d'étudiants ou est-ce qu'au contraire, on arrive à se sentir suivi? Est-ce qu'on a un référent, une personne à qui on peut se raccrocher? Est-ce que l'administration nous connaît malgré tout? Alors oui, on est au niveau de l'administration et du personnel administratif, tout le monde est très ouvert et il y a un accompagnement qui peut être fait sur le choix de parcours, sur les choix des thématiques qui sont faites, sur toute question pratique, par exemple le logement ou autre. On est suivi par les personnes administratives, mais aussi au sein de l'école, au sein des étudiants. Il y a une forte entraide entre les étudiants des années précédentes et les étudiants qui sont actuellement dans l'école. Et donc, oui, on est suivi de ce côté-là. Alors Philippe, la question en filigrane, c'est est-ce que ça reste une école à taille humaine quelque part? Alors on nous dit qu'effectivement on est suivi, mais je vous laisse peut-être compléter. Alors, déjà merci parce que ça fait plaisir de l'entendre de la part des élèves. Mais effectivement, on essaye de faire un suivi le plus individualisé possible, notamment sur la partie professionnalisation, qui est vraiment la clé de voûte de leur formation. Et justement, dans le cadre du suivi et de l'individualisation des parcours, qui est également, je pense, une des forces de l'école, je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit Pauline, qui a découvert le principe du management, de
de l'organisation. Voilà, c'est vrai que trop souvent, alors peut-être que j'entends un peu les clichés, mais je pense que ça fait plutôt écho à ce qu'a dit Pauline, on voit l'ingénieur plutôt sous un aspect technique. Voilà. Alors qu'en fait, l'ingénieur est également un manager. Et d'ailleurs, le profil ingénieur-manager est un duo de compétences qui est particulièrement recherché actuellement et qui est promu à l'école. Alors déjà en interne avec des modules, enfin des UV de management, mais aussi par le biais de double diplôme ou de vie associative dont Thomas pourra peut-être nous parler plus tard. Alors, c'est aussi un cliché peut-être que je vais énoncer, hein. Les élèves ingénieurs n'ont pas la réputation d'être les plus à l'aise pour les épreuves orales. Je ne sais pas si on aura largement l'occasion d'en débattre. Quels sont les conseils que vous pourriez donner pour les admissibles de cette année ou ceux qui vont préparer les oraux cette année? Comment est-ce qu'ils devraient aborder cette épreuve, Philippe? Alors, je ne vais pas paraphraser une célèbre remarque de repas rapide, mais je pense qu'il faut être naturel. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas jouer un rôle, ça n'a aucun sens. Par contre, je pense qu'il faut se poser de bonnes questions sur la réalité de sa vocation. Être ingénieur, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. Et donc, rejoindre une école pour devenir ingénieur, ce n'est pas une finalité, c'est également un moyen. Donc, la vraie question que doit se poser quelqu'un qui passe les épreuves, notamment l'oral, donc qui a déjà passé la barrière de l'écrit, c'est en fait, est-ce que j'ai vraiment une idée, si ce n'est précise, en tout cas générale, de ce que je veux faire de ma vie, au moins professionnelle. Voilà. Et je pense que ça, c'est la vraie question de fond que doit se poser tout candidat. Alors, on a une question de fond, Pauline. Est-ce que tu en aurais une autre que tu pourrais proposer? Comment tu as fait, toi, pour te préparer à ces épreuves? Moi, malheureusement, je n'ai pas pu passer les épreuves orales puisqu'on était en plein Covid, en pleine pandémie. Du coup, je n'ai pas passé ces épreuves. J'ai passé seulement les écrits. Maintenant, j'ai eu la chance pendant 2 ans de m'entraîner pour ces épreuves orales. Et je pense que voilà, on a 2 ans derrière nous d'expérience, toutes les semaines d'école dans toutes les matières. Donc, il faut avoir confiance en soi, savoir qu'on a travaillé pendant 2 ans pour arriver là et que il faut voir l'oral le jour J comme les oraux qu'on a pu faire pendant 2 ans, je pense. Alors, ne sois pas désolé, hein, c'est moi qui ai vraiment énormément de malchance et qui pose toujours les mauvaises questions aux mauvaises personnes. Ça n'a rien à voir avec toi. Il existe plusieurs campus, Philippe. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'un étudiant, quand est-ce qu'il doit choisir? Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur qu'un autre? Forcément, c'est une question d'étudiant, mais on a envie de savoir, est-ce qu'il y a un campus qui va me permettre d'être meilleur que les autres au sein de la même école? Vous m'aurez compris. Alors, en fait, ce sont des campus thématiques. La partie villeneuvoise, qui est historiquement l'ancienne télécom, parce qu'il y a une fusion entre les anciennes mines et les anciennes télécoms en 2017. Donc, tout ce qui est lié aux sciences et techniques du numérique est resté naturellement à Villeneuve. Donc, on appellera Lille parce que les deux villes sont vraiment imbriquées. Et tous les autres domaines sont enseignés sur Douai. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de meilleur. C'est une question de thématique d'enseignant, ni plus ni moins. Tu es en cycle ingénieur, Thomas, et tu vas rentrer en 3e année. Donc, il y a 3 années. Hein, et la 3e année, elle s'intitule, enfin, en tout cas, le titre qui a été donné, c'est se professionnaliser. Et je voulais savoir, il y a un projet de fin d'études. Est-ce que toi, tu y as déjà réfléchi? Est-ce que tu sais comment tu vas pouvoir arriver au bout de ce projet d'études? Alors moi, à titre personnel, j'ai pu bénéficier de l'ouverture d'IMT Nord-Europe sur ses partenariats académiques et je vais entamer l'année prochaine un double diplôme à Audencia Business School. Et donc, pour moi, le projet de fin d'études est encore dans 2 ans. Et donc, ce serait avec ingénieur, avec un côté, comme on l'a dit précédemment, manager, avec un pied dans la technique et un pied dans le business. Tu vois, Thomas, je ne te mens pas quand je dis que je pose toujours les questions aux mauvaises personnes. Ça n'a vraiment rien à voir avec toi ou avec Pauline. Hein. C'est vraiment 2 fois de suite. Pauline, peut-être, j'aurai plus de chance avec toi. Est-ce que tu as ce projet de fin d'études? Est-ce que tu peux nous en parler? Ou toi aussi, tu bénéficies de l'international IMT Nord-Europe en tout cas des doubles diplômes? Et à ce moment-là, ça va peut-être rejoindre ce qu'on se disait, c'est-à-dire c'est un parcours qu'on peut moduler. Alors, on va évidemment y revenir sur cette dimension, mais est-ce que tu peux, toi, me parler du projet de fin d'études? Alors, pas de chance non plus parce que voilà, j'ai un parcours un petit peu atypique, mais l'année prochaine, en fait, j'ai prévu de faire une année de césure, et l'année d'après, de faire un second diplôme, donc avec un de nos partenariats, un des partenariats de l'école qui est en Australie, et qui justement serait axé, comme on l'a dit tout à l'heure, ingénieur manager, voilà, comme disait Thomas, un pied dans la technique, un pied dans le business, dans le management, voilà. Donc le PFE pour l'instant il est un peu loin, donc il n'est pas encore défini pour moi. D'accord, donc tu vois, j'ai vraiment pas de chance. Après, c'est aussi une démonstration par l'exemple. Je pense que exactement.
C'est pas C'est-à-dire, forcément pas de chance, c'est vraiment que c'est l'illustration de ce qui se passe à IMT Nord-Europe. C'est que cette ouverture qui se fait à travers les semestres à l'étranger dans des grandes écoles comme Polytechnique Montréal, comme Imperial College à Londres, comme le TSII, je crois, en Espagne, qui est la meilleure école industrielle d'Espagne. Enfin, les ouvertures internationales qui sont proposées à travers des semestres à l'étranger, des doubles diplômes ou des seconds diplômes, font qu'à IMT Nord-Europe, véritablement, les étudiants créent leur propre chemin et peuvent bénéficier de compétences au sein de l'école, mais aussi au travers de ces partenariats. Et c'est donc une belle, comme vous l'avez dit, démonstration par l'exemple. c'est exactement ça, tu me prends les mots de la bouche, hein. C'est cette idée de se dire, bah, on parlait de parcours individuel, vous en êtes les meilleurs exemples. Voilà, il y a un parcours défini généraliste, et puis après, il y a un parcours individuel, et vous voyez bien, deux étudiants, deux profils différents, c'est peut-être le premier cliché qu'on casse, hein, c'est de se dire ingénieur généraliste, c'est une filière généraliste qui n'est pas adaptée, c'est tout l'inverse, et pour découvrir les autres, je vous propose tout de suite de passer à la rubrique cliché. Les clichés, ça va être les idées préconçues qu'on peut avoir concernant un diplôme d'ingénieur généraliste, concernant l'IMT Nord-Europe, concernant les différentes localisations géographiques qui concernent l'IMT Nord-Europe. Philippe, je vais vous laisser commencer. D'abord, vous avez deux merveilleux ambassadeurs. Oui. Et puis je vais vous laisser donc commencer avec votre cliché à vous. Alors le cliché, qui est un cliché qui est illustré, c'est qu'être ingénieur, c'est pas un métier pour une femme. Alors c'est un cliché, même si les faits nous donnent un peu donnent un peu raison à ce cliché, parce que nous avons effectivement en moyenne, c'est la moyenne des écoles d'ingénieurs, et l'école n'y échappe pas, 30% de jeunes femmes dans nos effectifs. Voilà. Alors il se trouve que les jeunes femmes préfèrent pour l'instant encore plutôt le médical, le paramédical, Sciences Po, mais la porte est grande ouverte. Voilà, c'est pas un métier qui est sexué, voilà, c'est un métier qui est ouvert à toute personne, et je pense que Pauline peut en témoigner, qui a une ambition d'organisation à la fois technique, alors soit uniquement technique ou technique et managériale. Donc voilà, je pense que la porte est grande ouverte. C'est un message que j'adresse à toutes les jeunes femmes, sachant qu'effectivement, là, ça reste un public CPGE, donc tout est réglé. Enfin, tout est déjà joué, puisque ce sont des gens qui sont déjà terminés. Mais on sait bien que ça se joue maintenant plutôt au lycée, plutôt dès la seconde, avec la réforme du bac. Voilà. Et qu'il faut passer ces messages aux plus jeunes. Très bien, alors j'imagine que Pauline, tu aurais aussi eu ton mot à dire sur ce n'est pas un métier pour les femmes, hein. Pareil, la démonstration par l'exemple, je suppose. Et peut-être, tu peux peut-être nous parler un peu justement du nombre de femmes présentes dans ta classe et nous dire comment les femmes sont intégrées à l'IMT Nord-Europe, et puis nous donner ton cliché après dans un deuxième temps. Aucun souci. Alors, effectivement, c'est un très bon cliché. Voilà, comme disait Monsieur Pairé, on est à peu près 30% de femmes à IMT Nord-Europe. Ce qui est bien surtout, c'est que les femmes sont bien représentées dans ce que ce soit au niveau associatif. Par exemple, on a dans les bureaux des différents bureaux des élèves, bureaux des sports, bureaux des arts, bureaux de l'humanitaire. On a des femmes, que ce soit à la présidence, à la vice-présidence, en trésorerie, etc., qui prennent des responsabilités et qui n'ont pas peur. Et du coup, je pense que c'est un vrai, entre guillemets, confort pour toutes les autres femmes qui arrivent après et qui voient que voilà, elles n'ont pas à avoir peur, elles sont là pour prendre des responsabilités et qu'elles sont les bienvenues, surtout. Donc voilà, c'est un très beau message. Donc voilà, n'hésitez pas à venir à IMT Nord-Europe. Et pour du coup enchaîner sur mon cliché, voilà, en fait, je vais pas être très originale par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, moi, c'était plus quand j'ai choisi IMT Nord-Europe, en fait, j'avais peur une fois avoir choisi mon école d'ingénieur, arriver dans mon école d'ingénieur et c'était terminé, j'étais ingénieur et voilà, même si ça reste une école d'ingénieur généraliste. Et en fait, pas du tout, puisqu'on a la possibilité de faire des seconds diplômes, des doubles diplômes. On a aussi des UV. Donc, je disais qu'il y avait des UV, voilà, qui développaient un panel assez large pour les élèves. Par exemple, on a des UV qui s'appellent ingénieur manager, ingénieur international, et pendant 4 semaines, on va développer nos capacités à négocier, à faire face même à des entretiens, etc. Donc, c'est grâce à ces matières-là et même voilà, aux différents domaines de l'école que j'ai su que je savais pas seulement à être dans la technique toute ma vie, quoi. Parfait, une nouvelle rassurante, pas sur la technique toute sa vie. On entend la conclusion. Thomas, quel serait ton cliché
à toi, ou sauf si tu veux réagir peut-être à ce qui a déjà été dit, mais surtout, quel est ton cliché? Alors, mon cliché, on peut dire que Douai, on connaît pas, c'est perdu. En fait, c'est ce que je m'étais dit, c'est ce que je m'étais dit au tout début quand j'ai regardé l'école, mais en fait pas du tout. L'école, elle est à 20 minutes de Lille, qui est une très grande ville si vous connaissez pas, et très étudiante. Et puis elle est à 1 heure de Paris. Donc pour tous les Parisiens qui veulent rentrer chez eux, c'est l'idéal. Et puis elle est aussi très proche de la Belgique. En fait, l'école et Douai de manière générale, c'est très bien desservi. Et puis enfin, même si on n'a pas envie de partir à Lille ou pas envie de partir à Paris ou en Belgique, on peut tout à fait rester à Douai parce que la vie associative est extrêmement forte, comme on a déjà pu le dire plusieurs fois au début de cette émission. Et cette vie associative, elle fait que tout le monde en fait trouvera sa place au sein de l'école. Si on aime la musique, il y a un club musique. Si on a envie de se professionnaliser, il y a la junior entreprise. Si on aime l'automobile, on trouvera d'autres fans d'automobile avec lesquels on peut regarder la Formule 1 au bar et puis faire du karting le week-end. Tout est possible et tout le monde trouvera son bonheur dans la vie associative du campus, mais aussi à Lille, à Paris ou en Belgique et dans les destinations qui sont ouvertes à Douai. Enfin, au bar où on sert des coca, des jus d'orange, bien évidemment, c'est ce que tu voulais dire, Thomas. Et puis alors, il y a aussi donc là où Pauline a choisi l'école pour sa localisation, toi, tu ne le savais pas et tu as découvert que finalement la localisation était bonne. Donc c'est vraiment là aussi pareil, la démonstration par l'exemple et le contre-exemple qui confirme l'exemple. Bref, on s'est compris. Je propose qu'on attaque les questions d'après. Alain Schmitt, votre directeur, dit la possibilité de construire votre projet professionnel en parfaite adéquation avec votre potentiel et vos envies. Oui. Comment aidez-vous un étudiant qui n'a pas de projet professionnel défini, Philippe? Alors déjà, on lui conseille de rester sur des thématiques généralistes le plus longtemps possible. Mais alors par contre, il y a quand même une limite. C'est qu'en fin de première année de cycle ingénieur, il faut quand même que, disons, quelques lumières commencent à s'allumer. Parce que dès la deuxième année de cycle ingénieur, donc l'équivalent de M1, là on est sur des UV qui vont avoir des tournures plus techniques et plus professionnalisantes. Et donc là, il faut qu'il y ait au moins une ébauche générale de projet se dessine, même si on le voit avec Pauline, elle a une idée générale, mais c'est pas encore très précis. Voilà, la thématique générale. Bon. Pour les plus indécis, on a quand même un pôle de développement professionnel qui leur est entièrement dédié, qui reçoit les jeunes autant que de besoin, afin de les aider à construire par un jeu de questions-réponses sur ce qui leur plaît vraiment, ce qu'ils attendent de leur vie professionnelle ou de leur vie tout court, et sur cette base, qu'ils peuvent construire un projet. Ensuite, je voudrais, si on a un peu de temps, revenir sur un des points qu'a évoqué Pauline, c'est la possibilité de faire une césure. Voilà. La césure, elle est de droit, par bloc de 6 mois, pour un total de 1 an maxi. Elle se construit autour d'un projet qui peut permettre justement à quelqu'un d'indécis de donner 1 année de réflexion sur son parcours. Et on voit que ça paye pour certains et certaines, parce que ça leur permet d'avoir un peu de plus de temps, de champ, pour se poser de vraies questions et se repositionner pour la suite. Donc je serais tenté de dire que c'est tout un panel d'outils qui est à disposition des élèves et qui leur permettent de faire des choix, alors je serais tenté de dire en conscience, en tout cas beaucoup plus réfléchis que de choisir une liste d'UV parce qu'il faut bien cocher une case. Et alors, est-ce que vous offrez aussi la possibilité à vos étudiants, je sais que la réponse est oui, mais peut-être détailler un peu plus, est-ce que vous offrez la possibilité à vos étudiants de choisir certaines matières afin d'assurer le meilleur panachage de courses pour leur projet pro? Oui, puisque chacun peut vraiment... Oui. Alors, il faut qu'il y ait comme une cohérence, parce qu'effectivement, il y a panachage et panachage, il ne faut pas que ça ressemble à un arlequin non plus. Donc, il faut que ça reste quand même sur des thématiques qui soient connexes, sachant que l'école évolue également. Et en fait, il y a déjà des UV qui sont naturellement hybridés. Voilà, vous avez des UV en énergie-environnement qui sont déjà hybridés avec des items, en tout cas des enseignements du génie civil. Voilà. Quand on parle d'éco-construction ou d'éco-quartier, oui, il y a de l'énergétique, mais bien sûr qu'il y a du génie civil. Donc, vous avez déjà des UV qui ne nécessitent pas d'aller chercher à gauche, à droite, qui sont déjà, sui generis, hybridés. Pauline, j'ai une question pour toi qui n'est pas forcément simple, mais je suis sûr que ta créativité va nous surprendre. Une nouvelle devise pour ton école, c'est IM Tomorrow, sous-entendu I am Tomorrow. Est-ce que l'IMT Nord Europe, c'est l'école du futur et pourquoi? Alors, donc du coup,
pour répondre à cette question, je dirais qu'effectivement, en tout cas, dans le côté, comme disait Monsieur Payret, possibilité à l'étranger ou en France avec d'autres écoles, etc. Ça déjà, c'est un grand pas en avant, puisqu'effectivement, au niveau des écoles d'ingénieurs, c'était pas forcément très ouvert avant. C'était plus, voilà, même la possibilité de faire une césure, c'était plus possible dans les écoles de commerce et moins dans les écoles d'ingénieurs. Donc rien que pour ça déjà, c'est une caractéristique d'une école du futur. Et puis même pour actuellement, il y a énormément de rénovations, etc., qui sont faites sur les sites de l'école et qui sont faites pour pouvoir nous donner les meilleurs matériels possibles, matériaux pour s'améliorer et avoir et comment dire et avoir les meilleures capacités pour l'avenir. Donc voilà, le budget qui est mis et correspond effectivement à ce qu'on pourrait définir comme une école du futur. Donc une pédagogie du futur, des locaux du futur. Thomas, est-ce que tu vois autre chose? Oui, déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Pauline. Et puis, il y a aussi les thématiques des cours qui sont les thématiques, comme on l'a dit au début, de la transition énergétique, environnementale, industrielle, numérique. C'est des thématiques qui sont très importantes à l'école avec des cours qui sont faits par des enseignants-chercheurs de l'école, donc qui sont directement en lien avec les enjeux terrain des différentes industries. Donc, c'est sûr qu'au niveau des cours, c'est des cours qui sont en lien avec les enjeux de demain. Donc, oui, c'est tout à fait. Donc, les thématiques du futur, les locaux du futur, la pédagogie du futur. Philippe, est-ce que vous voulez compléter ou est-ce que vos étudiants ont été... Alors, ils ont été brillants, c'est sûr, mais ils ont tout dit. Alors non, ils n'ont pas tout dit. Même si, en tout cas, je pense que l'essentiel a déjà été abordé. J'aurais juste rajouté un point, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur les vraies problématiques de demain. Voilà. Aujourd'hui, on est en train d'imaginer les solutions aux problèmes générés par les solutions d'hier ou d'aujourd'hui. Voilà. Donc les problèmes de demain et même les métiers de demain ne sont pas connus. Et donc l'école continue, comme toutes les écoles, à prodiguer des recettes, des méthodes d'ingénierie, mais plus des méthodes maintenant que des recettes. Voilà. En fait, c'est plutôt une méthodologie qu'il faut donner aux jeunes qui leur permettra de trouver les ressources en étant créatifs pour solutionner les problématiques qui ne manqueront pas de se dévoiler et qu'aujourd'hui, on est peut-être même incapable d'imaginer. C'est le fameux apprendre à réagir et apprendre à pêcher plutôt que de donner à manger. Ok. Un tiers des cours sont en lien avec les entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est en lien avec l'entreprise parce que, bien sûr, on a tout un panel d'enseignants, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs qui enseignent au sein de l'école. On a également des intervenants extérieurs. On fait un gros effort pour que des intervenants, ce que j'appelle du monde réel, viennent également, des gens de l'entreprise. Et puis, les enseignements se font également par le biais des stages en entreprise. Voilà, il y a 52 semaines de stage sur 3 ans de formation d'ingénieur, c'est quand même très long. Mais surtout très enrichissant parce qu'en fait, je serais tenté de dire qu'ils apprennent dans ces stages quasiment tout ce qu'on ne peut pas apprendre sur les bancs de l'école. Donc un savoir-être et puis le relationnel qui se met en place dans l'entreprise, surtout que la porte est ouverte pour tous les types de stages, de la micro-entreprise jusqu'au très grand groupe. Donc en fait, sur 3 années de stage, 3 années d'enseignement et donc 3 années de stage, ils ont vraiment la possibilité d'aller piocher dans tout type, dans tout profil d'entreprise. Et je pense que ça contribue également à leur grande capacité de professionnalisation qui justifie d'ailleurs une insertion professionnelle extrêmement bonne pour l'école. Merci Philippe. Ça fait déjà à peu près 30 minutes que nous discutons ensemble et je crois qu'un bon schéma vaut mieux qu'un long discours et c'est pour ça que chez Campus Chanel, nous avons inventé le Qui suis-je ? Le qui suis-je, c'est 3 personnalités que je vais vous présenter. Vous allez devoir me dire, selon vous, laquelle correspond le plus à votre école. Alors, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Je vais vous présenter tout de suite les 3 personnalités. La première, en partant de la gauche, en tout cas de ma gauche, c'est Ellen MacArthur. Elle devient populaire en terminant 2e du Vendée Globe 2000-2001 et elle a battu le record du monde à la voile en solitaire en 2005. Elle a été anoblie par la reine Elisabeth II, donc c'est Dame Ellen MacArthur, excusez-moi, et elle est décorée de la Légion d'honneur en 2008.
Voilà, donc ça c'est pour la première personnalité que je vous présente. Les deux autres, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de vous les présenter, mais je vous les présente quand même, on ne sait jamais. Celui du centre, Thomas Pesquet, spationaute français, diplôme ingénieur en aéronautique, mais diplôme ingénieur, fort engagement environnemental, donc il défend aussi des valeurs qui sont communes à celles qu'on pourrait retrouver à l'IMT Nord-Europe. Et enfin, le dernier, Elon Musk, qui vient de racheter Twitter. Rien ne l'arrête, il est parti à la conquête de l'espace. Pourquoi je les ai choisis? Vous avez un cycle ingénieur qui s'appelle « S'affirmer, s'orienter, se professionnaliser ». Je me suis dit que Thomas Pesquet savait s'affirmer, que Ellen MacArthur, en tant que navigante, savait s'orienter. Et puis, en ce qui est question de se professionnaliser, je trouvais qu'Elon Musk s'en sortait pas mal aussi. Donc, c'était peut-être l'évolution, le cycle d'évolution de vos étudiants ou une possibilité, en tout cas, de devenir l'un de ces trois étudiants, l'une de ces trois personnalités, une fois qu'on est passé par le cycle ingénieur. Pauline, je vais te laisser commencer. Quelle personnalité, selon toi, correspond le plus à ton école? Alors, le choix est difficile, je dois avouer. Maintenant, je serais tentée de choisir Ellen MacArthur, déjà une femme brillante, vraiment impressionnante, et aussi pour, comme vous disiez, sa capacité à s'orienter, sa capacité à être une femme qui n'a évidemment pas peur et qui n'a pas peur d'être face à des dangers, etc. Donc voilà, je pense que ce serait la personnalité que je choisirais parmi ces trois-là. Et aussi parce que c'est une femme. Très bien, mais ça fait deux bonnes raisons. La première, parce que c'est une femme. La deuxième, parce qu'elle a cette faculté à s'affirmer, à s'orienter, à garder le cap, même dans la tempête. Thomas, quelle est la personnalité que tu choisis? Moi, si je devais choisir une personnalité, je choisirais Elon Musk pour l'audace. La photo, j'aime bien. Pour l'audace, pour l'innovation. L'audace parce que c'est l'audace de se dire qu'on peut avoir un impact sur le monde et qu'on peut avoir cette ambition de vraiment changer les choses à notre échelle. C'est l'ambition d'Elon Musk, mais c'est aussi l'ambition que nous envoie l'école avec l'énergie et le professionnalisme qu'il y a au sein des cours. Moi, en sortant de cette école, on a cette ambition de vraiment avoir un impact sur l'environnement dans lequel on évolue. Et c'est très agréable et c'est pour ça que j'ai choisi Elon Musk. Merci Thomas, c'était très clair. Philippe, normalement, il ne vous reste plus que Thomas Pesquet. Mais après, vous pouvez choisir. Genre d'en choisir quelqu'un qui a déjà été choisi. Oui, vous avez le droit, absolument. Vous avez le droit. Bon, j'ai de la sympathie pour les trois, très sincèrement. Un peu plus peut-être pour Thomas Pesquet parce qu'il est français. Mais je dois avouer que mon cœur va plutôt vers Madame MacArthur. Allons-y. Et en fait, c'est pour les mêmes raisons que Pauline. En fait, c'est cette image de la navigation qui me touche beaucoup, même si je n'ai absolument pas le pied marin à titre personnel. Mais cette capacité à affronter les événements, à savoir se diriger, à savoir, malgré l'adversité, parce que je sais que c'est un milieu extrêmement hostile, arriver à bon port, je pense que c'est une excellente image. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite à tous les étudiants qui nous rejoignent, déjà durant leur scolarité, parce qu'une scolarité, c'est pas toujours facile, mais aussi pour les longues années qui les attendent après. Donc c'est vrai que l'image de Madame MacArthur me parle davantage. Très bien, c'était très clair. Merci à tous les trois. Vous êtes prêts à l'exercice. L'IMT Nord-Europe se revendique comme une école à forte dimension internationale. Dans la pratique, par quoi cela se traduit-il ? Alors, on a des impératifs liés à la commission des titres d'ingénieur, qui certifie nos diplômes et qui exige que chacun des étudiants ait passé au moins 20 semaines à l'étranger. Bon. Donc, souvent, ils passent un peu plus, voire même beaucoup plus, par le biais de semestres académiques dans des écoles étrangères ou par le biais du projet de fin d'études qui peut se faire à l'étranger. Quelquefois, c'est un cumul des deux, et quelquefois même au-delà. Voilà, je pense que Pauline, si elle part bien en Australie, comme c'est prévu pour en témoigner, elle peut partir 1 an complet à l'étranger. Alors, donc c'est un impératif déjà de diplomation. On a donc tous les outils avec des partenariats que je vous redonne. Donc, on a plus de 40 doubles diplômes, une majorité à l'étranger, plus de 120 partenariats académiques, majoritairement à l'étranger. Une politique linguistique, je serais tenté de dire forcenée, mais dans le bon sens du terme, puisque l'anglais est obligatoire jusqu'en dernière année, y compris si on a satisfait à toutes les épreuves du TOEIC. Donc le TOEIC est fixé à 800, et même si on a 900 ou plus encore, pourquoi pas, c'est tant que ce soit possible, l'anglais est obligatoire parce qu'à chaque fois le niveau est adapté pour permettre aux élèves de progresser jusqu'à la fin de la scolarité. Voilà. Donc, et puis il y a une deuxième et une troisième langue qui sont proposées, jusqu'au langage des signes, qui rencontre un vrai succès.
Parfait. Pauline, alors l'appel du pied de ton directeur d'adjoint au directeur des programmes, est-ce que voilà, tu pars en Australie, c'était important pour toi cette dimension internationale? Ça a été déterminant d'abord dans le choix de l'école et puis même tu sens que dans ta scolarité, c'est une étape importante pour toi? Oui, totalement. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure quand vous me demandiez pourquoi j'avais choisi l'IMT. C'est vrai que cette, entre guillemets, cette obligation à l'obtention du diplôme de passer au moins un semestre à l'étranger, c'était quelque chose forcément qui me plaisait énormément parce que j'aime beaucoup voyager et découvrir et avoir une ouverture interculturelle importante. Et j'aime aussi apprendre des nouvelles langues, voilà. Donc, c'est vrai que cet aspect à l'étranger, c'était presque obligatoire pour moi. Et puis en plus, voilà, comme disait Monsieur Payré, le nombre de partenariats qu'on a jusqu'en Australie, ce qui est quand même pas la porte à côté, c'était clairement quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc voilà. C'est clairement pas la porte à côté, je te confirme. Thomas, tu as beaucoup parlé de la vie associative et du coup, j'ai envie de te poser cette question-là. Comment l'école t'aide à gérer ton emploi du temps entre la vie associative et les cours? Alors, au niveau de la vie associative, comment est-ce que l'école, elle aide à gérer l'emploi du temps? Alors déjà, au niveau de, lorsqu'on est investi dans l'associatif à IMT Nord Europe, on peut avoir au cours de notre deuxième année, donc M1, deuxième année post-classe préparatoire, un mois complet où on peut aborder notre association, notre club et le projet qui nous porte. Et on peut, avec des camarades, travailler pour approfondir tout ce qu'on a fait lors de notre cursus à INT Nord. Et puis, oui, je pense que l'associatif à l'école, c'est quelque chose de très important. Il y a du personnel administratif qui est là pour nous suivre, pour discuter avec nous, pour nous accompagner dans les démarches administratives, pour avoir des réflexions aussi au niveau global sur l'évolution de l'école. Et donc, la place de l'associatif à l'école, il est sur l'intérêt du développement personnel et professionnel de l'étudiant. Il est sur l'intérêt du développement de l'école et il est mis en avant tout au long de notre cursus par Alors, l'école et par les étudiants. je vais me risquer à cette question. Est-ce que tu fais partie d'une association? Oui, à titre personnel, j'ai été président de la junior entreprise de l'école. Et donc, c'est une association dans laquelle on se professionnalise en fait et où j'ai pu découvrir des compétences managériales, d'organisation, d'encadrement et même toucher à des sujets comme la stratégie, la gestion de parties prenantes, qui sont des sujets beaucoup plus liés au monde de l'entreprise. Et donc, mixer finalement les compétences que j'ai pu apprendre techniques au sein de IMT Nord Europe et un petit peu plus de gestion entreprise au sein de la junior entreprise de l'école. Avec Très d'énormes bonne responsabilités. expérience, je vous conseille. Oui, avec d'énormes responsabilités, avec des budgets à gérer. C'est pour ça que tu parlais de démarches administratives. C'est pas rien du tout, hein. Tu fais preuve de beaucoup de modestie. Pauline, je vais me risquer aussi à la même question. Alors, j'ai eu une chance avec Thomas qui effectivement faisait partie d'une association et qui, en plus de ça, avait des responsabilités au sein de l'association. Est-ce que tu as eu la même expérience que lui? Oui, effectivement, vous avez de la chance. J'ai pu aussi participer à la vie associative dans plusieurs associations d'ailleurs. J'ai été élue au Bureau des Arts et j'étais au pôle voyage. Donc voilà, j'étais responsable de ce pôle-là. J'ai pu organiser 2 beaux voyages pendant l'année ouverts à tous les étudiants de l'école. Et également, j'ai été vice-présidente du comité d'intégration, donc du comité d'accueil des premiers arrivants, qui dure, voilà, une intégration qui dure 3 semaines en septembre. Donc un gros travail pour accueillir toute une promotion et assurer leur bonne intégration. Et puis bon, voilà, j'avais aussi un autre rôle dans une association. On a monté un festival, voilà, qui aura lieu l'année prochaine, et ça prend du temps. Et j'étais du côté sécurité, incendie, etc. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'associations, beaucoup de clubs et beaucoup de rôles à pourvoir. Et c'est un très bon côté.
Très bien. Donc, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, avec toutes les multitudes d'associations que vous avez pu faire. Philippe, je vous propose peut-être de parler aussi de la vie professionnelle, parce que c'est quand même l'objectif d'une formation, trouver un métier. Comment est-ce que vous les aidez à s'insérer dans le monde du travail? Et puis, très, très simplement, quelles sont vos statistiques? Alors, du coup, je vais être un peu dans la redite, j'en suis désolé, mais le meilleur moyen de trouver du travail, en fait, c'est de se frotter au monde du travail. Et donc, je reviens sur ces stages en entreprise. Donc, il y a 3 stages pour un total de 52 semaines, 12 semaines en première année de cycle ingénieur, 16 semaines en deuxième année et 24 semaines en dernière année de cycle ingénieur. Et c'est assez probant puisqu'effectivement, cette immersion, cette approche qui fait que nos élèves ne découvrent pas le monde du travail juste après la diplomation, fait qu'on a un taux d'insertion qui est... alors, l'année Covid a été un peu moins bonne, mais globalement, on est au-dessus des 90% à 6 mois après la sortie. Et dans tous les cas, on est à chaque fois entre 6 et 10 points au-dessus de la moyenne de la conférence des grandes écoles pour les écoles d'ingénieurs. D'accord, donc rien à dire de ce côté-là. Et quels sont les métiers auxquels vous préparez? Alors, ça, c'était la question que je redoutais, pour tout vous dire. D'accord, parce qu'ingénieur généraliste, et du coup, il n'y a pas de métier... Non, c'est-à-dire qu'effectivement, alors, si on a, disons, un gros volume dans un secteur qui, en fait, je pense, ne parlera pas forcément à nos auditeurs. Voilà, c'est tout ce qui est conseil, cabinet d'études. Mais je pense que c'est trop flou pour des gens qui sont actuellement encore en détermination, CPGE. Et c'est vrai que c'est le... Voilà, en fait, ce sont des gens qui vont travailler sur de la conception, et ce, dans tous les domaines. Et ça, c'est vraiment le gros pourcentage. Mais après, vous retrouvez donc des gens employés dans tous les secteurs dans lesquels on forme, donc dans l'énergie, dans le bâtiment. Alors dans l'énergie, c'est pareil, vous avez un panel d'entreprises, ça peut être du renouvelable, ça peut être du nucléaire, parce qu'il y a une vraie attente, alors je sais que c'est pas toujours à la mode, mais en tout cas une vraie attente dans le domaine. On a un gros partenariat avec EDF sur le sujet. Donc honnêtement, vous dire aujourd'hui qu'il y a un domaine de prédilection, je pense que je serais menteur, parce qu'en fait, c'est tous les domaines d'enseignement de l'école, vous les retrouvez en sortie dans l'emploi. Un peu comme si Pauline disait, on ne peut intégrer qu'une seule association, Exactement. alors qu'on peut en intégrer une multitude, tout à fait. et tout aussi passionnantes les unes que les autres. Je vais vous poser une dernière question à chacun d'entre vous. Est-ce que vous pourriez, je vais y arriver, est-ce que vous pourriez chacun me donner un mot pour définir votre expérience à l'IMT Nord-Europe? Alors, elle n'est pas finie, hein, Pauline et Thomas, j'en ai conscience, mais est-ce que vous pourriez chacun me donner un mot? Parce que j'imagine que ça ne va pas être le même. Je finirai par Philippe. Je vais te laisser commencer, Pauline. Quel serait ce mot pour toi qui symboliserait, qui résumerait jusqu'à présent ton expérience? C'est une question difficile. Je serais tentée de dire une expérience innovante. Voilà, comme on a pu le dire précédemment, que ce soit au niveau association, etc., des choses qu'on n'a pas pu voir avant dans nos études, que ce soit au niveau des cours, du choix des cours, pouvoir faire le choix de son parcours, le choix de son parcours à l'étranger également, soit des stages, voilà, je dirais innovant. Innovant, c'est très clair. Merci beaucoup, Pauline. Thomas, innovant, et toi? Alors, en un mot, je dirais une expérience complète. Une expérience complète parce que, comme on l'a dit énormément de fois, donc je m'attarde pas plus que cela, mais il y a une vie associative extrêmement forte qui développe des compétences de gestion de projet qui sont très recherchées dans le monde du travail. Une expérience complète parce que la vie associative, c'est aussi des festivals, comme on l'a dit. Une expérience complète parce que à côté de la vie associative, il y a des cours avec une très bonne qualité de cours, avec des enseignements qui sont faits souvent par des professionnels qui viennent du terrain ou des enseignants-chercheurs qui travaillent pour des entreprises. Et puis une expérience complète parce que elle est liée à tout un panel d'écoles à l'international comme au niveau national. Et donc c'est très enrichissant. Parfait, donc il y avait innovant complet. Alors l'idée c'est de l'avoir en 3 mots, vous l'aurez compris, mais vous avez chacun une partie de la vérité. Innovant, complet, et pour vous Philippe? Chaleureux. Chaleureux, écoutez, voilà. C'est très bien. Innovant, complet et chaleureux, on passe tout de suite au temps additionnel. Je ne vous ai pas laissé justifier le chaleureux, Philippe, hein, c'est parce que ça va de soi, on peut le constater sur ce plateau. Et puis c'est un mot qui est suffisamment, je pense, parlant en lui-même. Vous avez chacun la possibilité de conclure, de nous dire un petit peu finalement une chose qui n'a pas encore été dite et qu'il est important pour vous de mentionner, la vie associative, donc Thomas, hein, ou alors, à l'inverse, une chose qui a déjà été dite et sur laquelle vous voulez vraiment
vraiment, comment dire, insister et être certain que personne ne quitte ce plateau sans avoir eu l'occasion d'entendre cette dimension de l'IMT Nord-Europe. Thomas, je vais te laisser commencer. Quelle serait pour toi ta conclusion? Donc, ma conclusion, ça serait un apport sur les relations que nous avons avec l'association des alumni de l'école. C'est plus de 15 000 diplômés qui parfois prennent leur temps pour nous faire des cours, mais qui nous accompagnent dans notre recherche de stage, qui nous accompagnent sur des recommandations pour développer notre projet professionnel sur le long terme et qui donnent de très bons retours d'expérience et nous permettent cette professionnalisation et qui sont très importants à IMT Nord-Europe. Merci Thomas, ça faisait d'ailleurs partie de mes questions. J'avais dit 15 000 alumni, un étudiant ne se sent-il pas un peu noyé au milieu de tous ces diplômés? Et la réponse est évidemment non, d'après ce que tu viens de nous en dire. Merci pour ce complément d'information. Pauline, quelle serait ta conclusion? Voilà, alors moi je vais pas forcément parler de quelque chose dont on n'a pas parlé, mais plus rebondir encore une fois sur, par exemple, le cliché dont tu as parlé, Thomas. Parler en fait de la vie sur le campus, qui, je l'appuie, est très présente et très vivante. Nous on a été sur le campus même en temps de Covid, on a eu la chance d'avoir ce campus pour quand même pouvoir rencontrer notre promotion. Et puis même, la vie associative ne serait pas aussi présente s'il n'y avait pas ce campus. Et en plus, c'est un très beau campus. On a des studios, des chambres, avec même des lits doubles, etc. Donc, et il y a un bar. Donc, la vie sur le campus, je la recommande. Très bien, donc la vie associative qui est vraiment un des grands points forts de l'IMT Nord-Europe, avec cette chaleur dont vous reparliez justement, avec des étudiants qui permettent de former une véritable ambiance de promotion. Et c'est peut-être ce qui explique aussi pourquoi 15 000 alumni après sont soudés et pourquoi après ils se connaissent les uns les autres. C'est pas juste 15 000, on n'est pas un parmi 15 000, on est vraiment un au milieu des 15 000. Philippe? Alors je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Thomas, sur les 15 000 alumni qui nous ont été d'un très grand secours pendant le confinement, parce qu'ils nous ont énormément aidés, notamment pour les stages en entreprise qui bien sûr disparaissaient les uns après les autres. Donc il y a eu beaucoup de télétravail et beaucoup d'alumni ont joué le jeu de la solidarité pour proposer à nos élèves qui étaient malheureusement sans stage d'avoir un stage malgré tout, même si c'était en distanciel, on n'avait pas tellement le choix. Donc c'est un réseau qui n'est pas qu'un réseau de papier, c'est un réseau actif. Et puis donc vraiment le sujet sur lequel je voudrais insister, on a déjà abordé par le biais de l'individualisation des parcours, c'est que pour nous chaque élève est vraiment une personne. Alors une personne en tant qu'élève, mais un futur ingénieur. Et même si je reconnais le premier, il est impossible de connaître un par un chaque élève, je peux affirmer par contre qu'aucun élève est un anonyme dans l'école. Tous, à un moment ou à un autre, sont connus du tout partie de l'administration parce qu'à chaque fois, chaque élève a besoin d'un renseignement, d'une aide, d'un coaching particulier. Et donc, je peux affirmer qu'aucun d'entre eux n'est un inconnu. Merci Philippe, merci Pauline, merci Thomas, merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions. Finalement, alors ce serait un 1 pour 15 000, 15 000 pour 1. Alors mathématiquement, c'est faux, vous l'aurez compris, puisque normalement, ça serait 15 001 alumni. Mais on va pas chipoter. Et puis, alors une expérience qui va être innovante, complète et chaleureuse. C'est à l'IMT Nord-Europe et c'est son parcours ingénieur généraliste. Merci d'avoir suivi Campus Channel. Je vous dis à très bientôt.